Bon, bah déjà, Emmanuel, je suis vraiment ravie de faire cette conf avec toi, parce qu'on se connaît depuis une dizaine d'années. J'ai l'impression quand même que tu as eu plusieurs vies entrepreneuriales. Ouais, c'est tout à fait le cas. Ouais. Et en fait, on va parler pendant une demi-heure de vente d'entreprise, de stratégie d'investissement et de comment, quand on est entrepreneur et qu'on débute dans un secteur, eh bien, on peut investir, reprendre des activités dans des secteurs qui sont complètement différents. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter et puis de nous expliquer tes débuts. Comment tu commences? Comment tu te lances dans l'entrepreneuriat? Avec qui? C'est quoi le démarrage pour toi? Bonjour à tous. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat à l'âge de 26 ans. J'étais en Corée du Sud, en contrôle de gestion pour Forestia, dans une usine de pots d'échappement. Et on s'emmerdait. Et à la machine à café, à chaque fois avec mes collègues veilleux, on était en train de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Et on avait tous des projets d'entrepreneuriat. Et je me suis associé avec un ingénieur, Karim, et on a lancé le premier site de vente de lunettes de vue de Corée du Sud pour les vendre en France. Et en fait, pourquoi on a lancé un site internet? C'est qu'on avait 4 000 € d'économie et que le seul moyen de vendre des lunettes qui étaient moins chères en Corée, en France, c'était de les vendre via le web. Donc il faut se remettre dans le contexte où on est en 2007 quand on lance ce projet-là. Donc le digital, l'e-commerce, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et les gens, quand on leur a annoncé qu'on allait vendre des lunettes sur Internet, ils pensaient qu'on envoyait les lunettes par mail. Donc voilà, et on a donc eu la chance de 2008 à 2018 de vivre une belle épopée de start-up avec des levées de fonds, un groupe industriel, le groupe TF1, qui est rentré au capital en 2011. Une belle histoire et un modèle qui a évolué du 100% digital au premier modèle omnicanal optique en France. Et donc, on a cédé cette entreprise parce que nos actionnaires, avec un changement de patron, ont voulu se concentrer sur la partie média. Donc, on a cédé l'entreprise en 2018 à la famille Habitant qui a créé General Optique, Grand Optical, Acuitis, Châteauforme, des grands entrepreneurs qui avaient besoin de nos compétences en omnicanal. Donc, et alors, comment ça se passe, cette acquisition? Tu restes dans la boîte? Comment tu vis ça et comment tu rebondis? alors au départ, je le vis très bien parce que ça fait 10 ans qu'on vit l'univers impitoyable des startups. On a commencé, on était seuls. Au bout d'un an, on était 2. Au bout de 4 ans, on était 70 sur le marché français. Donc, soulagé, content d'accompagner un projet où là, je prenais la direction d'un groupe beaucoup plus important, parce qu'au moment où on a vendu, on a fusionné avec une autre enseigne. Et donc, l'entreprise est passée d'un site internet avec une dizaine de magasins à un site internet avec 50 magasins. Donc, au démarrage, j'étais très content. Et tu dis bien au démarrage, parce que j'imagine que tu restes en tout cas du coup avec des nouvelles missions, et puis tu es un petit peu attiré par relancer des projets bien à toi. C'est ça, c'est que quand on est entrepreneur avec ce sentiment de liberté, de rejoindre un groupe avec certaines contraintes, même si l'univers où on était très sain, envie de reprendre un peu de liberté. Et donc j'ai commencé à faire des investissements sur le côté. Mais avant de faire sur le côté, tu as quand même investi avec le groupe. Oui, donc j'ai investi avec le groupe sur une verticale qui commercialise de l'optique en pharmacie. On a une 50aine de magasins. Et j'ai aidé le groupe à faire cette fusion avec une autre enseigne qui nous a permis de passer donc, de 10 magasins à 60. Bon, alors du coup, voilà, tu restes dans cette aventure, tu commences à investir avec eux. Et puis, moi, en préparant ce moment, il y a voilà, ce que j'ai trouvé, je dirais, marrant, parce que quand on connaît la suite, on se dit que c'est marrant, mais sur le moment, ça ne devait pas être drôle. C'est mars 2020 où tu te dis, finalement, je vais vendre ma maison. Tu dis ça à ta femme. Parce que finalement, mes stratégies d'investissement n'ont pas forcément été bonnes suite à la vente de ma société.
Et du coup, ça crée cette adversité, en tout cas ce moment difficile, Ouais. te remet un petit peu en cause dans les choix que tu fais dans l'investissement. Tout à fait. Et tu rencontres quelqu'un qui te fait investir dans un secteur qui n'a rien à voir. Voilà. Alors, donc là, on a accéléré un petit peu. Donc, entre 2018 et 2019, donc, je fais ce travail chez Direct Optique de post-session. Et je commence à faire quelques investissements sur autres personnels, des projets. J'accompagne des startups. J'accompagne aussi sur des projets coup de cœur un ami à créer un salon de thé taïwanais à Nantes. On a créé le premier bubble tea à Nantes. Et j'accompagne le mari de mon ancienne bras droit dans l'optique, qui est chaudronnier, à s'installer. Donc ça, c'était 2 petits projets coup de cœur, sans idée de financière du tout. Et comme le dit Anaïs, il arrive mars 2020, le Covid. Entre-temps, j'avais aussi ouvert des magasins avec beaucoup d'endettement personnel. Et ma femme croyait que j'avais beaucoup d'argent. Et là, on arrive mi-mars, au moment du premier confinement. Et là, je lui dis, bah, écoute, chérie, j'espère que tu m'aimes parce que je risque de vendre la maison. Donc là, elle a du mal à tout comprendre. Et je lui explique que j'ai fait des mauvais investissements, des mauvais choix de vie. Et que là, c'est le moment où tout peut s'arrêter. Donc, on a 2 solutions. Hein. Soit on se met la tête dans le sable, on attend de mourir. Soit on se prend par la main et puis on y va, quoi. Donc, il s'avérait que mes deux petits investissements coup de cœur, le salon de thé, c'était avec un pote qui est un ancien ingénieur télécom, qui avait créé déjà une start-up. Et ça a bien marché. On a vu qu'on était tous les deux compatibles. On pouvait travailler très bien ensemble. Moi avec des grandes idées et lui avec une capacité d'exécution. Et il a créé aussi une dizaine de magasins de cigarettes électroniques sur Nantes qui fonctionnaient très bien. Donc il me restait au moment du premier confinement un petit peu d'argent. Voilà, vraiment le fond la réserve de sécurité. Et j'ai identifié une chaîne de magasins de cigarettes électroniques à céder en Bretagne. Et donc, j'ai appelé mon pote, je lui ai dit, écoute, on travaille bien ensemble, j'ai un beau projet, tu as une expertise, je te propose de faire cette acquisition ensemble. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a eu ce projet. Et le deuxième projet, donc j'avais accompagné Sylvain à Chaudronnier à s'installer. Et on a repris ensemble un deuxième atelier un peu plus gros au nord de Nantes, à Trélières. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé drôle en préparant nos échanges, c'est que cette personne que tu as suivie dans un secteur complètement différent, au bout d'un an, il est revenu vers toi et tu étais presque déjà à ton retour sur investissement. Voilà, donc je lui ai mis un peu d'essence au démarrage. Moi, j'avais vraiment aucun... je lui avais dit, écoute... comme ça, ta femme, elle sera contente, elle travaillera bien avec moi plus tard, elle me laissera tranquille. Et en fait, au bout de quelques mois, il vient parce qu'on avait un exercice qui se clôturait exceptionnellement en 9 mois. Il dit, voilà, ton dividende. Donc j'avais tout de suite un retour sur investissement. Et je lui dis, écoute, c'est génial. Dans ce cas-là, où tu te vois dans 10 ans? Il me dit, je voudrais faire la même chose, mais avec une dizaine de personnes. Et je lui ai proposé de ne pas attendre. Et c'est là où on est allé chercher une société à reprendre. Et on a fait ce deal en l'été 2020. Et donc là, tu l'accompagnes très rapidement à racheter une petite boîte. À racheter une petite boîte, sachant que lui n'avait jamais été patron avec des équipes, avec un endettement. Donc je l'accompagne en coaching. L'idée, c'est que ça soit lui le patron. Mais que moi, je suis un peu l'ange gardien qui l'aide à se développer. Donc, on est sur une période où je cherche vraiment pas mal d'opportunités pour pouvoir surmonter cette crise. Et j'ai aussi un dossier qui m'arrive. Donc, on a racheté un premier atelier avec Sylvain où il était tout seul. On allait en reprendre un avec une dizaine de personnes. Et courant avril, sur cette même période 2020, je vois un dossier un peu plus gros d'une usine à côté d'Ancenis de 70 personnes qui faisait une douzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et là, je dis à Sylvain, écoute, on va finir le 2e tour, je te propose le 3e tour. Il a me dit, Manu, tu es complètement taré. Moi, je suis déjà content de réaliser mon rêve. C'est pas pour moi. Donc, je laisse ce projet en gestation pendant quelques mois. Mais avant d'aller sur Metal 44, parce que tu es déjà sur Metal 44, il faut dire quand même que tu n'es pas un spécialiste de la métallurgie, à la base. J'y connaissais rien. Et donc, déjà, rien que... Comment tu identifies la société que tu rachètes à Treyer, dans laquelle tu fais monter cette personne? Comment tu te dis que cette société est bien? Comment tu fais? Alors déjà, au moment du premier confinement, j'ai eu le temps d'essayer de mieux me connaître et de voir quelles étaient mes forces et mes faiblesses. Donc il y a un gros travail à faire sur soi-même. Et j'ai vu que je n'étais pas capable de faire des projets tout seul et que j'avais besoin d'être accompagné à chaque fois avec un expert. Et donc un duo entrepreneur-expert pouvait bien marcher. Donc c'est là où quand j'identifie des dossiers, je regarde les fondamentaux de l'entreprise, la pérennité de l'entreprise et l'équipe qui va pouvoir diriger cette société. Et du coup, donc j'imagine c'est l'expert qui regarde toute la partie technique de l'entreprise. Alors pour ce cas-là, oui. Et après, bien sûr, il y a un gros temps de travail. Alors moi, j'ai lancé des lunettes, je ne savais pas ce que c'était, à part les acheter en tant que client. Le bubble tea, on était consommateur, on a fait un projet qu'on a monté en 3 mois. Donc à chaque fois, c'est de se dire, on arrive, on ne connaît pas le métier, mais on a un regard différent. Et après, il suffit de bouquiner, il y a Internet. On arrive à avoir beaucoup de savoir via le web, notamment. Et alors, Metal 44, tu nous racontes? Donc, ce projet-là a été mis en attente. Et puis, donc j'allais avoir 2 deals qui me permettaient de quasiment avoir deux belles activités, donc à la fois dans une métallerie et sur la partie cigarette électronique qui me permettait de vivre sympathiquement avec du temps. Et donc, je repense à ce dossier que j'avais vu en avril. On est début décembre. Et je me dis, je vais redemander aux cédants si la société est toujours à vendre. Et c'était le cas. Et je leur ai indiqué que ça pourrait être un projet un peu sympa, mais j'étais tout seul. Et ils m'ont dit, bon, mais Emmanuel, on pense que tu es la bonne personne parce que tu viens pas de cet univers. Donc je me suis retroussé les manches et puis on a repris cette société. Entre décembre, on a mis 5 mois pour reprendre une société. En mai 2021, il y a un peu plus d'1 an. Et là, j'ai passé un peu de temps j'avais 2 mois de transition avec les cédants. Donc j'ai appris le métier en 2 mois. Alors, il y a 2 questions qu'on peut se poser. C'est du coup, comment tu rachètes une entreprise de 12 millions 70 personnes, alors qu'on a dit qu'un an avant, tu allais vendre ta maison. Quand même. Et comment tu apprends le métier, parce que, comme tu l'as dit, ton associé qui était technicien sur le métier, lui, ne voulait pas aller plus loin. Tout à fait. Alors, la première chose sur la partie financement, donc ça, c'est l'avantage d'avoir 10 ans de start-up. Vous faites des levées de fonds. Donc, au départ, vous n'y connaissez rien, vous êtes très conseillé. Puis au fur et à mesure, vous commencez à bien connaître. Et nous, on avait fait nos premières levées en 2011. On en a fait une deuxième en 2015. Et j'ai fait un master en finance en 2016 à Audencia pour consolider mes bases. Et donc, j'avais une bonne culture de la finance. Et en fait, mes choix d'investissement se portent sur des sociétés qui se portent bien, qui ont des bons flux de trésorerie, du cash. Et en fait, je monte des rachats sur de l'endettement bancaire. Et il y a toute une méthodologie qui permet de choisir des bonnes cibles d'entreprise, arriver à s'endetter et continuer à avoir quand même de la trésorerie pour continuer d'investir. Tu me partageais le petit secret des entreprises des papy boomers? Oui. Alors là, on est dans Web Today, donc on est dans un environnement start-up. Il y a quand même énormément de PME en France et il y a énormément d'opportunités qui se font en transmission. Donc un certain nombre d'entrepreneurs aujourd'hui sont à l'âge de la retraite,
sur des positions qui ne sont pas simples parce qu'ils n'ont pas forcément une taille qui permet d'être assez grosse pour un groupe ou suffisamment petite pour un individu. Donc c'est sur cette niche que je me suis faufilé. J'arrive à reprendre des sociétés qui sont un peu entre les deux. Et donc les cédants me permettent d'avoir des valorisations qui sont tout à fait acceptables et m'aident aussi à reprendre leurs entreprises. Et le métier? Alors là, du coup, pour le coup, pas d'expert technique quand tu rachètes. Comment t'apprends? Alors là, ça fait 1 an, je suis plus relax. Il y a 1 an, j'étais moins relax. Et déjà, je ne t'ai pas demandé, mais Metal 44, bon, ça parle peut-être à certains, mais comme on est quand même dans un événement de la tech, tu peux nous présenter ce que fait Metal 44? Alors Metal 44, c'est une société qui a 37 ans, qui fait de la fabrication de pièces mécano-soudées de A à Z. En gros, on achète de la tôle d'acier ou des tubes et on transforme tout ça. On va le découper, on va le plier, on va l'usiner, on va le souder, on va le peindre, on va le monter et on va donc ensuite livrer des pièces à des groupes industriels. Donc là, on est en sous-traitance. Donc c'est des métiers qui sont vraiment traditionnels, mais on est quand même dans un environnement industriel avec des parcs machines qui sont très développés, des commandes numériques et des enjeux aussi très intéressants de robotisation, d'automatisation et de digitalisation. Ça m'a beaucoup aussi plu pour me dire que cette belle boîte, c'est une très très belle société, comment la projeter dans les 10 ans qui viennent. Et alors du coup, comment tu as fait? Alors pour les... Je reviens à la charge hein, sur le métier, hein. Je lâche rien. Comment j'ai fait? Je suis passé, j'ai dormi sur place, j'ai fait tous les secteurs, j'ai bouquiné, je me suis fait beaucoup aider par le cédant et j'avais dès le départ une stratégie de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de me faire accompagner par un expert. Donc j'avais missionné un chasseur de tête pour recruter un responsable industriel que j'associerais au projet. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a racheté la boîte le 12 mai 2021. Et Jacques, mon associé, est arrivé début septembre. Et donc là, du coup, tu as trouvé ton expert? Du coup, j'ai trouvé mon expert et j'ai pu me mettre en quête de racheter d'autres sociétés. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as constitué un groupe en 2 ans qui fait 25 millions de chiffre d'affaires, 4 métiers, 180 personnes. Donc c'est assez rapide. Comment tu fais pour gérer ton temps? Alors ça, c'est une notion très importante parce que j'aurais pu, entre guillemets, arrêter de travailler de manière opérationnelle, profiter de la vie et puis voyager. Et donc j'ai fait le choix un peu inverse. Mais j'ai une famille, donc je leur dois toujours du temps. Donc je m'organise, je délègue. Je constitue des équipes fortes, je délègue beaucoup, avec des personnes qui sont toutes meilleures que moi. Donc j'ai un groupe de solistes très fort et j'essaye d'être le chef d'orchestre. Et ensuite, j'essaye de sous-traiter au maximum ma vie. Donc ça va d'avoir un chauffeur, à avoir des gens qui traitent mes mails. Tout ce que je peux sous-traiter, je le fais. Effectivement, ça me coûte très cher. Mais on a 3 ressources dans la vie. On a de l'argent, on a du temps, on a la santé. L'argent, on peut le perdre, on peut le regagner. La santé, c'est compliqué, surtout à 40 ans. Et puis, le temps, on ne peut pas le rattraper. Donc, j'essaie de ne pas faire de compromis. Donc, je suis très bordélique, mais je m'arrange pour avoir une vie très organisée. Et donc, tu donnerais quoi comme conseil? Et je pense que je terminerai par cette question et après on prendra peut-être des questions de personnes de la salle si vous en avez. Voilà, s'il y a des entrepreneurs qui cèdent leur entreprise aujourd'hui, qui se posent la question d'investissement, donc peut-être ils vont se dire je vais me tourner dans des métiers que je connais, donc plutôt dans la tech, plutôt dans les startups, SaaS. Ce serait quoi toi ton conseil avec cette expérience suite à la vente de ta première boîte? Alors, mon conseil qui est plus le reflet c'est mon expérience. Donc, ce que je peux dire, c'est que moi, le fait d'aller sur des environnements inconnus m'ont permis de rencontrer des gens différents, d'avoir un parcours de vie atypique et donc de vivre la vie à fond. La vie, c'est un voyage qui est plus ou moins long. Je me lève le matin, je me dis si je meurs ce soir, est-ce que je vais mourir heureux? Et j'essaye tous les jours de me reposer cette question.
Donc, par rapport au conseil pour investir, je te vois venir. Alors, c'est de bien se connaître, savoir ses forces et ses faiblesses. Et si vous avez le luxe comme moi de pouvoir le faire, ne faites plus de compromis. Donc, je fais que des choses qui m'intéressent, je fais que des choses où je suis fort. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est que ça m'intéressait, ça me faisait très plaisir de venir et puis d'échanger aussi avec vous, puis avec Anaïs. Donc, je m'enlève les contraintes. Et dès que j'ai besoin je sens que je suis en faiblesse, je m'entoure de gens de confiance qui ont cette expertise. Donc, ce serait vraiment d'avoir des personnes de confiance pour investir, les fondamentaux de l'entreprise, et après, quel est votre plan stratégique? Donc, j'ai foiré des investissements parce que je n'avais pas respecté mes guidelines. Je m'étais dit, il y a des étapes à passer pour continuer d'accompagner des startups. Des fois, l'affect se met dans la mécanique. Quand on s'associe, il faut que tout le monde gère. Il y a une gestion de risque à avoir. Donc, si vous avez des associés qui ne prennent plus de risques, pour moi, ce ne sont plus des associés. Soit ce sont des salariés qu'on a intéressés avec des actions ou des stocks, etc. Ou soit ce sont des enfoirés. Donc, faut vraiment bien cerner ces associés. Et il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé quand même, c'est que ça peut paraître un peu, on parle d'argent, on parle d'investissement, on parle de rentabilité, et du coup, quand même, toute ton histoire, elle s'est faite sur des belles rencontres, des gens auxquels tu as cru, qui n'avaient pas forcément aussi les moyens de racheter des entreprises, et qui aujourd'hui sont très contents de faire partie de ce groupe que tu as créé, et tu leur as permis de se développer. Est-ce que tu penses que aussi, finalement, les rencontres de certaines personnes peuvent aider à ça? Absolument. On vit des aventures humaines très très fortes. Et aujourd'hui, et je pense que ça a toujours été comme ça pour moi, ça fait tellement plaisir, c'est tellement gratifiant d'embarquer des gens sur un projet et de réussir ensemble. Le fait de les voir, donc Sylvain, il a changé de vie. Il est passé de chef d'atelier à patron de PME, qui marche bien, que ce soit financièrement, mais même d'un point de vue qualité de vie. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc aujourd'hui, je cherche à chaque fois à faire des projets où j'aide les gens avec qui je suis à changer de vie. Moi, j'ai plus trop d'objectifs financiers. On a besoin d'un toit pour vivre, on ne va pas manger 6 repas par jour, etc. Donc c'est vraiment cette aventure qui me plaît et d'accompagner des gens, et c'est ce que je fais au quotidien en fait, de les coacher. Merci Emmanuel. Est-ce que du coup certains ont des questions peut-être pour Emmanuel? Je pense que Simon, tu pourras m'aider certainement avec un micro, ou non, c'est quelqu'un derrière. Parfait. J'en ai même deux. Bonjour. Merci, c'était évidemment fascinant. Vous parlez des critères financiers, de la santé financière des boîtes que vous voulez racheter. Est-ce que vous avez des critères sur les secteurs d'activité, sur les marchés des boîtes? Vous parlez de bubble tea, après chaudronnerie. Alors aujourd'hui, j'en ai, parce que j'essaye de me recentrer vraiment sur la partie industrielle. Donc aujourd'hui, on veut créer un groupe. La partie industrielle, ça fait une quinzaine de millions. On s'est donné avec mes associés puis les équipes d'atteindre une centaine de millions dans les 10 ans qui viennent. Donc créer un écosystème autour de ça. Mais quand j'ai commencé à investir, j'étais plus dans le mode holding de participation, donc d'investir sur des projets qui me plaisaient, mais qui avaient aussi une viabilité. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour. J'ai une autre question sur la façon dont vous pouvez débloquer autant de millions pour investir. J'ai compris que vous aviez failli vendre votre maison et après, pof, vous pouvez trouver 12 millions. Alors j'ai compris qu'il y avait un appel à souscription, mais là, il y a une étape que je n'ai pas comprise. Alors, effectivement, je n'avais pas d'argent. À chaque fois, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et en fait, il faut déjà connaître que sur le territoire, il y a un certain nombre de dispositifs qui vous permettent d'avoir un début d'apport. Je parle du réseau Entreprendre, du réseau Initiative. Donc, vous arrivez avec un apport. Vous avez un apport en industrie, votre expertise. Vous allez chercher... en fait, j'avais la chance d'avoir réussi une première aventure. Et donc, je suis allé chercher des investisseurs pour construire un socle d'apport.
On prend, si l'entreprise a la capacité, un peu d'argent sur la société qu'on va reprendre pour réaugmenter son apport. Et ensuite, vous allez voir la BPI, les banques, et si le projet est viable, donc ça, on parle de mathématiques. Hein. Si mathématiquement votre projet est viable et que les banques croient en votre projet et en vous, ça se fait plus souvent que vous le pensez. Ça va dépendre de l'entreprise que vous reprenez. Moi, je reprends que des sociétés qui sont très performantes. Donc déjà, les banques qui financent ces sociétés ne veulent que ces sociétés se perpétuent, si vous voulez. On a le temps pour une dernière question pour Emmanuel. Bonjour, Mathieu Péririn de Nantes Université. Je suis responsable du programme Disrupt Campus, ici même. Vous avez parlé d'innovation. Alors j'ai deux questions en fait. La première, c'est les deux sont liés. Vous avez parlé d'innovation, de robotisation des ateliers, donc il y a pas mal de boulot. Il faut aussi s'entourer d'experts. Donc là, c'est qu'est-ce que vous projetez dans les 10 ans et est-ce que cette évolution d'innovation aura un impact aussi sur le chiffre d'affaires que vous visez dans les 10 ans? Alors sur l'innovation, donc on va lancer prochainement un Fab Lab qui va permettre aux startups industrielles de bénéficier de notre outil industriel qui est assez varié aujourd'hui. Et effectivement, sur l'impact sur le chiffre d'affaires, c'est plus pour pérenniser l'entreprise. Aujourd'hui, on a du mal à recruter certaines personnes sur des fonctions qui sont aujourd'hui des tâches assez difficiles. Donc, on veut amener de l'ergonomie. En industrie, vous travaillez en 2/8, en 3/8. Les gens aspirent à d'autres choses. Donc, c'est par là où on va amener la pérennité en automatisant ou en robotisant. Je ne sais pas si la société Metal 44 en elle-même fera plus de chiffres dans 5 ou 10 ans. En tout cas, elle sera toujours là. Tu nous fais une transition parfaite avec la table ronde d'après sur le recrutement. Et merci beaucoup en tout cas Emmanuel. Et si vous avez d'autres questions pour Emmanuel, bien évidemment, voilà, il est juste là. Merci à tous les deux. Merci.